Vous êtes nombreux à vous demander comment il se fait que le monde aujourd'hui semble se diviser. Avez-vous l'impression de ne plus reconnaître vos amis, vos proches, vos collègues de travail, finalement, le monde qui vous entoure? Dans cette nouvelle émission, vous allez embarquer dans l'univers de l'ingénierie sociale, ou comment on fabrique votre consentement. J'ai demandé à Philippe Bobola, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, de nous embarquer dans un voyage en plusieurs épisodes. Le but du voyage ? Comprendre d'où viennent nos comportements d'aujourd'hui. Votre mode d'emploi, le connaissez-vous ? Le train est prêt à partir et vous emmènera à travers 10 étapes fondamentales à comprendre sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça. Vous. Alors les amis, comment vous a-t-on distrait ? Et si finalement, le monde était sous hypnose ? Bienvenue dans l'ingénierie sociale. Cinquième point, s'adresser au public comme un enfant en bas âge. Finalement, la rengaine est identique. Le coronavirus est un virus qui s'attrape très facilement. Il fait tousser, éternuer, il fatigue, donne de la fièvre et mal à la tête. Et de ne pas rester trop près des gens, surtout s'ils toussent. Et pour protéger tout le monde, il faut tous rester chez soi. Peu importe le pays. Finalement, c'est de la faute des Français parce qu'ils ne mettent pas leur masque. C'est de la faute des Québécois. Non, mais honnêtement, vous devriez avoir honte de ce que vous... Ils ne sont pas dociles et plutôt inciviques, non ? Ou alors, c'est de la faute des Belges. Ils sont si égoïstes. En fait, vous avez mal agi. Alors maintenant, vous êtes punis. En fait, le monde entier est responsable, sauf, bien sûr, nos politiciens. Bonjour les amis, bienvenue dans la 5e étape de ce chemin avec Philippe Bobola sur l'ingénierie sociale. Bienvenue Philippe. Bonjour Emma, bonjour à nos auditeurs. Oui, c'est une sacrée communauté qui grandit de capsule en capsule. En fait, en réalité, on est à notre 6e vidéo ensemble, Philippe, mais comme on a fait une pause la dernière fois dans la vallée des larmes, eh bien, il se trouve que cet épisode-ci, les amis, aujourd'hui, est le 5e sur 10 étapes de l'ingénierie sociale. Vous vous souvenez de cette vidéo que nous avions publiée de 19 minutes, inspirée de la conférence de Philippe Bobola sur l'ingénierie sociale en 10 points. Comment on va finalement amener ce qu'on appelle aussi la fabrique du consentement. Alors, Philippe, vous nous expliquez dans chaque vidéo chaque point précisément. Et aujourd'hui, le 5e point, s'adresser au public comme un enfant en bas âge. Je rappelle pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore que vous êtes physicien, vous êtes anthropologue, biologiste, psychanalyste. Vous savez, maintenant, je connais tout par cœur. Je connais votre CV par cœur parce qu'à force de l'avoir lu, il a rallonge. Vous avez enseigné 15 ans aux universités de Paris. Vous avez même créé des diplômes. Enfin, les amis, si vous avez regardé les vidéos d'avant, vous avez pu voir toutes les façons d'observer et d'analyser de Philippe qu'on adore parce que c'est pas uniquement sur un angle. Est-ce que vous êtes en forme, Philippe, aujourd'hui, pour commencer cette vidéo ? Oui, je suis en forme. Et puis, il y a des événements qui nous portent. On va voir ce qui se passe aux États-Unis. Oui, on enregistre le 20 janvier 2021. Alors, elle sera diffusée dans les jours à venir. Alors, aujourd'hui, le programme, les amis, ça va se dérouler avec des festivités. Vous allez adorer. Donc, Philippe va nous parler d'analyse transactionnelle, de la structure de la personnalité, comment influencer une personnalité et la briser. Vous allez aussi faire un détour dans les techniques de la CIA MKUltra. Peut-être que ça vous parle, les amis, peut-être pas. En tout cas, je me réjouis déjà. Alors, dans cette 5e point, vous nous parlez dans cette conférence que vous aviez faite le 15 octobre 2020, s'adresser au public comme un enfant en bas âge. En fait, ça sert à quoi dans la fabrique du consentement, tout ça, Philippe ?
Eh ben, on a tous en nous une mémoire hein, de notre état d'enfance. Et donc, quand on s'adresse à un public, aux citoyens comme à des enfants en bas âge, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a un degré de suggestibilité qui est beaucoup plus important. Alors, ça m'amène à revenir sur l'analyse transactionnelle. Alors, l'analyse transactionnelle est née avec un psychiatre et psychanalyste, Eric Berne, qui a constaté que nous abritons simultanément 3 personnages, un enfant, un parent et un adulte, et selon les circonstances ou les événements, on va adopter l'une ou l'autre des personnalités. Ça veut dire que quand, pour la plupart des gens, ils ont l'impression qu'on a connu l'enfance, elle disparaît quand on devient adolescent, puis elle disparaît quand on est adulte, et puis après on devient un parent ou pas. Et à chaque fois, on a l'impression que les personnalités précédentes ont disparu. En fin de compte, non, elles coexistent. Alors l'enfant, il peut être docile ou rebelle. Et c'est exactement ce qu'on voit actuellement. Il y a des enfants dociles et des enfants rebelles. Je crois qu'Emma est une enfant rebelle, moi aussi. Il y en a qui Non, je suis sont très docile, moi, je suis très, très docile. Donc, voilà. Alors, il y a des jeux qui se mettent en place. Il y a des scénarios qui se produisent régulièrement et qui donnent naissance à des jeux. Donc, il y a des gens qui vont jouer au rebelle, d'autres qui vont jouer à l'enfant parfait. Dans les couples, il y a des jeux qui se jouent. Et puis, nous avons tous décidé très jeunes d'un plan de vie qu'on s'est donné assez rapidement, dont le déroulement donne un scénario de vie, quoi, ou ce que Adler appelait un style de vie. Donc, il y a des gens qui se sont donnés comme style de vie d'être toujours en opposition avec l'autorité. D'autres qui auront plutôt décidé d'adopter un style de vie où ils vont s'insérer dans l'autorité, vont respecter l'autorité. Donc, en fonction de notre parcours, de notre caractère, de notre pente naturelle, eh bien, on met en avant tel ou tel personnage. Et beaucoup de gens, face à l'autorité, régressent. Ben, par exemple, une amie me disait, quand elle est dans la rue, elle n'a rien à se reprocher. La police arrive, elle est mal. Elle me dit, des fois même, j'ai la voix d'une enfant quand je suis contrôlée. Vous voyez, on sent bien qu'à un moment donné, on a vis-à-vis de l'autorité un rapport qui est particulier, qui vient aussi si on a été un enfant soumis à des parents très directifs, au contraire, des parents qui n'ont pas su mettre suffisamment d'autorité. Comme tout le monde sait, il n'y a pas d'éducation parfaite et il n'y a pas de parents parfaits. Mais voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on l'avait abordé, Serge Tchakolkin avait remarqué qu'il y avait chez l'être humain 4 pulsions premières archaïques. Il y avait l'attirance sexuelle au sens large, la notion de sécurité et de normes, la satisfaction matérielle immédiate et la peur. Et donc, vis-à-vis de ça, si vous avez été un enfant docile, peut-être vous avez eu des parents qui vous ont fait peur. Ça nous ramène à l'autorité. L'autorité. Alors finalement, on est en train de regarder la structure de la personnalité. Alors, tout le monde connaît la structure de la personnalité selon Freud. Freud va considérer, c'est sa première topique en 1900, qu'il y a le conscient, le préconscient et l'inconscient. Donc beaucoup de nos comportements viennent de l'inconscient. De temps en temps, comme des bulles, il y a des éléments de l'inconscient qui passent au préconscient puis qui peuvent enfin arriver au conscient. Et puis, il va mettre en évidence 3 autres éléments importants. C'est ce qu'on appelle la deuxième topique, c'est le ça, le moi et le surmoi. Alors, le ça, c'est l'ensemble des forces composant l'énergie pulsionnelle inconsciente. Le moi, c'est l'instance, comment dirais-je, de médiation qui donne à toute personnalité son unité, sa cohérence et son intégrité. Et enfin, le surmoi, c'est l'instance qui, vis-à-vis du moi, va le censurer, se mettre en conflit avec lui, créer tout un ensemble de critiques vis-à-vis du moi. Alors,
Évidemment, en fonction des cultures, on n'aura pas le même rapport entre ces trois éléments. Et donc, il peut y avoir des conflits qu'on appelle systémiques ou intersystémiques. Il peut y avoir des conflits entre le moi et le moi. On verra ça avec Carl Rogers. Par exemple, on a aussi un moi idéal. Le moi, c'est un concept général, mais après, on peut le développer. Il y a le moi dû aussi, on verra, avec Tori Higgins. Et finalement, cette crise nous amène à comprendre la structure de notre personnalité. Il y a un regard introspectif qui est très intéressant. C'est comme si on était mis en expérimentation pour voir comment on fonctionne. On fonctionne par rapport au rapport à l'autorité. Est-ce qu'on accepte les ordres d'un gouvernement parce qu'il y a une sorte de projection paternaliste, ou au contraire, on se méfie de l'autorité? Ça nous ramène à nos parents. Et tout le monde, vis-à-vis des parents, a adopté des stratégies pour essayer d'échapper à l'autorité, ou au contraire, a mis en place tout un ensemble de champs de peur vis-à-vis de cette autorité. Des fois, l'autorité est injuste. Et donc, souvent, les gens, soit ils courbaient les chines, soit ils fuyaient, et voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, Carl Rogers, c'est un psychologue. On dit que c'est un des grands psychologues du XXe siècle. Il est né en 1902 et il va mourir en 1985. Et il est le représentant dans ce qu'on pourrait appeler la psychologie humaniste. Pour lui, la structure de la personnalité se décompose en trois éléments. L'organisme, c'est tout ce qu'on vit comme expérience. Alors, il y a l'expérience brute, puis il y a l'expérience conscientisée. Alors, la conscience, c'est ce qui nous permet de comprendre en partie une expérience et surtout mettre des images ou des formes sur cette expérience. Et on a, grâce à ce qu'on pourrait appeler l'organisme, la capacité à mettre des images et des symboles sur ce qu'on vit. Et comme ça, on passe d'une expérience brute à une expérience plus décantée. Alors, par exemple, si vous avez un ami et puis il a agi vis-à-vis de vous de façon un petit peu cavalière, eh bien, il faudra qu'à un moment donné, vous serez énervé, puis que vous compreniez que vous êtes en colère. Et encore plus loin, peut-être que vous vivrez ce que votre ami vous a fait comme une trahison. Ensuite, il y a le moi, ou le soi, on va dire. Le moi, c'est la vision freudienne, le soi, c'est la vision rogerienne. Alors le soi, c'est justement toutes ces expériences que personnellement on va vivre et on va se faire une idée de qui on est. Il y en a qui vont se considérer comme intuitifs, d'autres analytiques, d'autres intelligents, d'autres moins intelligents, etc. Et enfin, vous avez le dernier élément, c'est ce qu'on pourrait appeler le soi idéal. C'est ce vers quoi on voudrait tendre. Alors, par exemple, vous avez des écrivains, ils voudraient ressembler à des grands écrivains. Alors, peut-être ça va être Victor Hugo à une époque, au XIXe siècle, où Victor Hugo lui-même voulait devenir René de Chateaubriand, un grand musicien. On a tous des ambitions, devenir un grand chercheur, etc. Ça, c'est l'idéalité, où on se croit superbement honnête ou hautement spirituel, etc. Ça, c'est le domaine de l'idéalité. Alors, pour Carl Rogers, il peut y avoir des congruences ou des incongruences. Quand il n'y a pas trop de friction, par exemple, entre l'organisme et le soi. Alors ça, c'est l'idéal. Vous vivez des expériences et puis ces expériences vont forger votre soi. Et vous avez des gens, par exemple, ils peuvent reconnaître qu'ils n'aiment pas telle ou telle personne, qui ne sont pas en beau terme avec telle ou telle personne. Il n'y a pas de conflit, ils ne sont pas obligés d'arrondir les angles. Alors parfois, ils peuvent paraître bruts, mais ils sont congruents vis-à-vis d'eux-mêmes. Il y en a d'autres qui vont nier leur ressenti parce qu'à un moment donné, ça ne correspond pas à l'image qu'ils ont, eux, d'eux-mêmes. Et plus encore quand vous avez des conflits entre le soi et le soi idéal. Il y a des fois, vous avez des gens, ils ont construit une personnalité qui les a amenés à considérer qu'ils étaient plutôt... par exemple, honnêtes, et dans une situation où ils mentent, ils ne peuvent pas supporter, parce que le soi idéal qui serait zéro mensonge, ça les met en conflit. Alors, Carl Rogers, à partir de ces trois éléments, va montrer que finalement, on va construire
à la fois personnellement, en fonction de l'interaction avec les autres et en fonction de l'idéalité, une sorte de personnalité qui sera congruente ou pas. Et là, il y a plein de gens qui sont en manque de congruence, en incongruence, et d'autres qui sont en congruence. Par exemple, le moi, comme dans la vision freudienne, sert toujours à conserver son identité, le soi aussi. Donc, il y a des gens, ils vont refuser que le soi idéal, qui serait par exemple d'être un individu qui a fait des hautes études avec du discernement, puisse avoir compris ce qui se passe. Et comme visiblement, ils ne sont pas en mesure de pouvoir le faire avec un gouvernement qui serait dans les cadres qu'on leur a dit être un gouvernement protecteur, etc., ben, il va y avoir des conflits. Et pour Carl Rogers, les conflits viennent du manque de congruence entre l'organisme et le soi, et entre le soi et le soi idéal. Ensuite, il va montrer que un individu, il est soumis à des conditionnements. Donc, soit vous avez un environnement très positif, ou vous êtes aimé de façon conditionnelle. Et tout ça va jouer un rôle énorme sur ce qu'on appelle l'estime de soi. Alors ça, c'est un volet entier. L'estime de soi, c'est l'image qu'on a de soi, la valeur qu'on s'attribue. D'une certaine façon, c'est le bilan de notre expérience de vie, de notre vision du monde. Alors, l'estime de soi comporte l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Alors, ça dépend beaucoup des conditions dans lesquelles on a grandi et des conditions de la société aussi. Par exemple, vous voyez, on a mis beaucoup de lycéens dans un manque d'estime de soi parce que, par exemple, ils n'étaient pas bons en mathématiques. Donc, comme ils n'étaient pas bons en mathématiques, les élèves ont perdu confiance en eux. Et progressivement, ils ont une mauvaise estime de soi qui joue évidemment dans ce que nous vivons. Vous avez des tas de gens, ils ne s'autorisent pas à faire des analyses. Vous voyez, moi je les encourage parce que beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études font souvent de meilleures analyses que ceux qui ont fait de longues études. On pourrait presque dire que le degré de discernement actuellement est inversement proportionnel au nombre d'années d'études. Ben, ça fait beaucoup de bien l'estime de soi. Moi j'avais créé un enseignement à l'université où des gens qui étaient des manuels ou des paysans, simplement avec un petit bout de papier, ben, ils se déployaient. Il y avait une estime d'eux-mêmes qui grandissait et qui changeait complètement leur rapport à eux-mêmes et le rapport aux autres. Alors évidemment, cette structure de la personnalité, elle joue, ça dépend de notre estime de nous-mêmes. Et vous voyez, quand on a une mauvaise estime de soi, alors on peut dire qu'on a des estimes de soi hautes stables, hautes instables, des estimes de soi basses stables et basses instables. Alors d'où ça vient? Ben, ça vient de l'éducation. Par exemple, si vous avez eu des parents qui vous ont élevé sans faire à votre place, qui vous ont stimulé à faire vos expériences, bah, vous partez adulte avec un sens de l'expérience, vous tentez des choses, ça marche pas, vous avez un côté un peu joueur, vous n'avez pas peur de l'échec, et généralement, ce sont des gens qui vont s'avérer d'excellents leaders ou d'excellents chefs d'entreprise, ils osent. Par contre, si vous avez des parents qui ont été absorbés, qui ont fait une projection narcissique, vous allez rentrer dans ce que Carl Rogers, l'amour conditionnel. C'est-à-dire que les parents vont aimer leurs enfants ou leurs enfants en fonction des résultats obtenus et en fonction de ce qu'ils produisent. Ce qui fait qu'on a un amour conditionnel. Et ça fait des gens qui ont peur de l'échec, qui sont souvent en rébellion vis-à-vis de la société, qui sont animés d'énergie forte, mais pas toujours négative, et ils ont une horreur de l'injustice. Et puis, vous avez les enfants qui ont été élevés par des parents qui ont fait à leur place, plein d'amour, mais l'enfant est tellement assisté que quand il grandit, il a une estime de soi haute, une estime de soi instable, basse. Et donc, souvent, ce sont des gens qui disent « Oh, mais j'y suis pour rien, moi. Oh oui, j'ai fait, mais c'est les autres qui m'ont aidé. » Donc, ils sont persuadés que seuls, ils ne pourront pas faire. Ils pourront faire accompagner. Et enfin, la pire des situations, c'est quand on est soumis à une estime de soi basse, stable, c'est des parents qui ont été absents et non aimants, et donc la personne, elle est persuadée qu'elle est mauvaise, à la fois moralement, éthiquement et intellectuellement, et quoi qu'on lui demande de faire, elle ne pourra rien faire. Souvent, ce sont des gens, vous ne pouvez pas leur donner une réflexion, même constructive, ils s'effondrent.
Et ces différentes formes d'estime de soi, l'estime de soi haute, stable, haute instable, basse stable et basse instable, ça joue, évidemment. Et vous voyez bien, beaucoup de gens ont une espèce d'amour conditionnel. Bah, c'est un peu ce que nous fait le gouvernement. Je vous aime si vous mettez le masque. Je vous aime si vous êtes enclin à suivre mes conseils de vaccination de masse. Je vous aime si vous êtes des citoyens bien dociles. Et donc, tout l'environnement dans lequel on a grandi joue. Donc, un individu, comme on le sait en psychologie sociale, c'est à la fois une construction personnelle et une construction en interaction avec la société dans laquelle il vit et toutes les structures qui ont progressivement formé, structuré sa personnalité. Et en période de crise, bah, évidemment, il y a des empreintes. Et en fonction de l'empreinte, bah, on peut avoir telle ou telle tendance. Alors, l'estime de soi, elle peut se travailler. Et un des pères de la psychologie américaine, William James, disait que l'estime de soi, c'est comme un investissement financier. Si vous misez beaucoup sur vous, bah, vous aurez des profits en fonction de l'investissement, comme une somme qui vous donnera beaucoup de dividendes. Par contre, effectivement, si vous misez peu parce que vous avez peu confiance en vous, vous n'aurez rien. Bah, c'est un peu ce qui se passe. Est-ce qu'on reste dans cette situation où on mise sur notre souveraineté? Et évidemment, c'est là où effectivement l'estime de soi va jouer. Et puis, une autre image que donnait William James, qui est très juste, il disait c'est le rapport entre votre objectif et ce que vous voulez entreprendre, les résultats et l'objectif. Si vous avez un objectif trop important, bah, vous n'allez pas y arriver, donc il faut y aller de façon pédestre. Il faut se mettre des petits objectifs et les réussir. Et au fur et à mesure que vous allez réussir, bah, vous allez monter votre estime de vous-même comme un muscle qui serait entraîné et sollicité et qui prendrait une certaine masse. Et puis au bout d'un moment, d'objectif en objectif, bah, vous allez monter votre estime de vous-même. Et je trouve que ce qui va faire énormément de bien si on fait un pari positif, c'est que le jour où le système s'écroule, le grand réveil, il y a énormément de gens qui vont retrouver une estime d'eux-mêmes complètement différente que celle qu'on leur a imposée sociétalement parlant, et leurs parents qui ont souvent été victimes de ça, parce qu'on a toujours été soumis à une autorité. On a l'autorité de nos parents, plus ou moins sévère, plus ou moins libertaire. Ensuite, vous allez au lycée, bah, vous avez encore un instituteur, et puis après, vous avez le professeur de collège, après, vous avez le professeur de lycée, le professeur d'université, après, c'est l'employeur. Vous voyez, on a toujours une instance supérieure qui est là pour nous donner des bons points. Alors, ça se traduit par un salaire plus ou moins élevé, c'est la valeur que la société vous accorde. Et c'est tout un système de conditionnement à la Pavlov, vous savez, ce scientifique russe qui recevra le prix Nobel de médecine ou physiologie en 1904 pour avoir travaillé sur les réflexes conditionnés. C'est-à-dire, on arrive à conditionner un animal, donc il y a des réflexes qui sont innés, comme saliver quand la viande arrive. Mais si à un moment donné, vous associez la viande à une assiette blanche, bah, quand le chien va voir l'assiette blanche, bah, il va l'associer à la viande, et c'est ce qu'on appelle des réflexes non conditionnels, non innés. Et à ce moment-là, il y a des réflexes conditionnés. Donc, on a tellement vu des gens qui viennent avec des diplômes pour écraser ceux qui n'ont pas fait d'études, que finalement, bah, les gens ont une estime d'eux-mêmes qui est assez instable au niveau de leur capacité intellectuelle. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est qu'un diplôme? C'est tout simplement le droit de pouvoir exercer une fonction. La plupart des gens, quand ils vont travailler dans un domaine donné, ils ne vont pas directement utiliser leurs compétences. On va considérer qu'ils peuvent étudier, qu'ils ont une flexibilité, une capacité d'apprendre. Bien qu'on n'ait jamais eu autant de chômeurs diplômés depuis quelques années, vous parliez du plein emploi dans les capsules précédentes. Eh bien, en tout cas, à Genève, je connais beaucoup d'étudiants surdiplômés depuis des années qui ne trouvent pas d'emploi. Donc ça, c'est vrai que ça sera l'occasion peut-être une fois dans une vidéo de voir les différences, ce sera un autre sujet sur la façon de se percevoir aussi dans l'estime de soi, parce qu'il y a une telle différence entre la culture européenne et l'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on apprend à se vendre. Il y a cette culture aussi de donner sa chance aux jeunes, parce que voilà, on n'a pas peur de parler de soi en bien pour se vendre justement sur le marché du travail. En Europe, c'est vu comme prétentieux. Alors moi, je voulais vous demander par rapport à
à ces différents groupes de personnes qui, justement, peuvent écouter les autorités. On les a vus, hein, énormément Mmh. culpabiliser les gens cet été, vous mettez mal votre masque, c'est à cause de vous que ça continue, et cetera. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un lien ou quel est-il entre le fait de prendre ses responsabilités et la mauvaise estime ou la haute estime de soi? Donc saine, hein. Je donne un exemple dans ma question. Une personne qui a peut-être une mauvaise estime d'elle-même ou qui sait rien faire parce que ses parents peut-être ont tout fait à sa place, Mmh. et bien dans ce cas-là, est-ce que cette personne aura tendance à rejeter la responsabilité sur l'autre en disant: «Bah oui, mais si ça marche pas, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'on m'a dit de faire comme ça». Est-ce qu'une personne qui a une haute estime d'elle-même a plus tendance à prendre ses responsabilités? Oui, parce que par exemple, si vous avez une estime de vous haute, stable, bah, vous allez réfléchir et vous n'êtes pas en mauvaise estime intellectuelle de vous-même et vous allez dire, bah, je peux réfléchir, quoi. Parce que vous voyez bien qu'à un moment donné, les gens qui ont une estime d'eux-mêmes basse, instable, ils vont avoir tendance à dire, moi, je sais pas, donc je m'en remets à quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, c'est le gouvernement, c'est le ministre de la Solidarité et de la Santé, c'est, voilà. Alors évidemment, il y a aussi une tendance naturelle de beaucoup d'individus à pas vouloir prendre ses responsabilités. Être adulte, c'est être également responsable de ses actes. Et on voit bien qu'il y a une espèce de terreur d'être coupable. Coupable de quoi? On est vraiment dans le roman de Kafka, vous voyez, le procès où les gens ont peur de contaminer leurs parents, leurs grands-parents, et d'être responsables. Donc, dans cette peur, ils préfèrent suivre les consignes du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui l'a dit. Comme ça, voilà. Et en fin de compte, c'est la liberté qui est difficile à prendre, quoi. Comment on fait pour briser une personnalité dans ce contexte-là? Parce qu'on a quand même vu des personnes basculer, enfin moi j'ai vu des personnes basculer, on va dire, presque d'un comportement à un autre. Un exemple, des personnes, qui ont justement des postes clés, des leaders, dans mon entourage, qui sont retrouvés à agir comme des enfants, qui ont bien appris leurs leçons. Comment on fait pour casser ces personnalités-là comme ça? Bah, souvent, tout ce qu'on peut leur dire est rejeté. Il y a un processus de défense. Je crois qu'à un moment donné, c'est le côté, pour ce type de personnalité, irrationnel. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une irrationalité de trop. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, l'effet apéro, par exemple, en France, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais à 18 heures, tout le monde prend l'apéro. C'est absurde. À 18 heures, tout le monde ne prend pas l'apéro. Puis, vous voyez les conséquences. Si tout le monde doit être chez soi à 18 heures, il va y avoir les métros bombés. Et donc, il y a des gens, bah, c'est ça qui les a fait basculer, parce que c'est un coup de trop dans l'irrationalité. Après, il y a vraiment un rapport à la connaissance, c'est-à-dire que les gens, on les a vraiment souvent, je reprends votre expression, cassés. Vous voyez ce que je veux dire? Dans leurs études, on leur a montré qu'ils n'étaient pas bons, qu'ils n'étaient pas scientifiques. Il y a plein de gens, ils vont vous dire, ah oui, mais moi je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc, on a développé depuis des années en France, par exemple, vous avez le médecin référent. Vous avez même des référents en matière de médecine alternative, des référents en matière philosophique, je ne vais pas citer des noms, vous avez des référents en matière psychologique, comme si les gens, ils devaient avoir un maître penseur qui est là pour leur guider leur vie, quoi. Et donc, il y a deux types de citoyens. Il y a ceux qui acceptent que le gouvernement et ou la science guident leur vie, puis il y a des gens qui se méfient dès le départ, on les appelle des complotistes, puis il y a des gens qui sont dans le doute. Et à un moment donné, le gouvernement, il devrait suivre l'art de la guerre de Sun Tzu, quand ça devient vraiment irrationnel, là, il y a une partie de la population qui bascule. C'est trop, moi j'en ai vu. Tant qu'il n'y avait pas des mesures complètement absurdes prises par le gouvernement, ils disaient, bah, le gouvernement, il fait comme il peut, etc. Et là, effectivement, ça touche un petit pourcentage. Alors, c'est toujours un mystère, hein, l'individu, c'est un mystère. À un moment donné, il y a un élément qui va le faire basculer. Et à ce moment-là, certaines personnes vont passer d'un extrême à l'autre. C'est vrai que, bon, on va venir après aux techniques qui sont sur un autre plan, hein. On parlait tout à l'heure de MKUltra. Là, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent. Mais c'est vrai qu'il y a un phénomène que j'ai remarqué,
Parce que là, aujourd'hui, on parlait surtout de s'adresser au public comme un enfant en bas âge. Quand on pose une question à quelqu'un, surtout sur un ton un tout petit peu autoritaire, alors j'ai pas fait une étude randomisée en double aveugle, Oui. mais j'ai remarqué, parce que moi j'aime bien aussi faire mes expériences, et puis pendant 17 ans, j'étais au contact des gens dans des boutiques, donc vraiment beaucoup, beaucoup de brassage. Et quand on pose une question aux gens, je crois que tout le monde répond. Tout le Oui. monde répond. Et est-ce que ça fait appel justement à l'enfant en soi? Parce qu'on nous a appris à répondre à l'école, on nous a pas appris à poser des questions. Oui, bah, ça fait appel à la fois à l'éducation qu'on a reçue à travers nos familles, à l'école. Oui, effectivement, on pose une question, on répond. Et Quand puis, vous savez, Philippe, les téléphones de sondage, par exemple, combien de personnes reçoivent ces appels? Ça les embête, mais elles se sentent obligées de répondre et de s'excuser de ne pas vouloir participer au sondage. oui, 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 tout à fait. Bah, souvent, on avait vu ça la dernière fois, c'est la théorie de l'engagement. Vous voyez, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous téléphone, qui vous pose une question aussi anodine, et après, une autre personne va vous téléphoner, et là, pourra obtenir de votre part un don que vous n'auriez pas donné immédiatement. Donc, souvent, les gens, quand on leur pose des questions, ils se sentent engagés, ils doivent répondre. Ben, par exemple, moi, je vois, vous avez des gens, ils ont un cancer, ils ont pris un rendez-vous avec un chirurgien, et à un moment donné, ils ne ressentent plus l'intervention. C'est leur corps qui leur dit non. Souvent, ils disent, mais je peux pas lui faire ça, en parlant du chirurgien. C'est-à-dire, il y a un rendez-vous qui est pris, on peut annuler un rendez-vous chez le coiffeur, on peut annuler un rendez-vous d'un plombier, mais pas un médecin. Vous voyez, la notion d'autorité. C'est-à-dire qu'on on a habitué les gens à ce qu'ils se soumettent à l'autorité. Et l'autorité est quelque chose pour les gens d'essentiel. C'est-à-dire que l'autorité est le look qui ressemble à l'autorité. Vous voyez, par exemple, vous avez des gens, ils ont rejeté Raoul plus par ses cheveux longs, sa bague avec une tête de mort, sa blouse, ses chemises à carreaux, enfin voilà, plus que par son discours, parce qu'il n'avait pas le look. Et les escrocs le savent bien, parce que généralement, un escroc est impeccablement cravaté, il a un costume de ville, parce qu'il doit imposer le respect par la tenue. Et là, on sait bien que l'habit ne fait pas le moine, mais souvent, pour les gens, l'habit fait le moine. Ça fait la personne honnête. On a fait des expériences aussi, vous avez un uniforme, et vous dites aux gens, poursuivez cette personne, elle vient de voler un sac à main, les gens le font. Parce que c'est quelqu'un qui a un costume militaire. Si c'était une personne en civil, elle ne le ferait pas, elle se méfierait. Donc, il y a un rapport à l'autorité qui est encore cette personnalité dans l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, qui est l'enfant qui a été soumis à la toute-puissance des parents et qui devait répondre à des questions qu'on lui posait. Et donc, selon les circonstances, on en a une énorme qui est cette pandémie et ce choc que les gens subissent. C'est plutôt cette personnalité de l'enfant qui répond poliment, qui suit pour certains les mesures gouvernementales parce que c'est ce qu'il faisait quand il était petit et il ne remet absolument pas en cause l'autorité du gouvernement comme il ne remettait pas en cause l'autorité des adultes. Et puis il y a la peur. Oui. Est-ce que c'est irréversible? Enfin, quel est le degré de potentialité de remettre la machine dans le bon sens, j'ai envie de dire? Je pense qu'on pourrait tout à fait remettre la machine dans le bon sens parce que effectivement, si ça va vers le grand réveil, tout va être remis en cause. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes tous, les gens qui avons fait des longues études, des diplômés de l'ignorance. Donc, ça va remettre d'équerre, en quelque sorte, ce rapport au savoir entre le sachant et le non-sachant. Vous voyez, c'est complètement, ça dépend. C'est ce qu'on nous a habitués, c'est des arcs réflexes. Il faut voir l'éducation comme quelque chose qui relève d'un réflexe conditionné. Donc, on est conditionné à respecter l'autorité. Je crois que j'avais dit dans une émission qu'un jour j'avais fait une expérience, par exemple, vous venez à un repas, vous dites « Oh ben moi, je suis plombier ». Tout ce que vous dites est critiqué. Si vous dites « Je suis professeur d'université », là, tout ce que vous pouvez dire, même des énormités, les gens, ils hésitent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la position sociale, on le sait en psychologie sociale, est très importante. C'est-à-dire, il y a un a priori. Il y a un a priori sur la personne, comme il y a eu un a priori sur Donald Trump, une impression, qui fait un effet écran. Les gens ne voient plus la personne en fonction de ce qu'elle produit, ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, mais en fonction de ce qu'elle croit qu'elle est.
Et donc, quand vous avez, voilà, on a fait croire aussi, enfin, l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité à pouvoir s'adapter à des problèmes nouveaux. Et on voit bien que beaucoup de gens qui ont fait des longues études, bah, ils sont pas forcément flexibles. Et moi, j'ai vu des peuples traditionnels, on pourra peut-être faire une émission sur ces peuples traditionnels, notamment des pygmées qui venaient de sortir pour la première fois de la forêt amazonienne. Ils avaient une formidable capacité d'adaptation que n'avaient pas des collègues anthropologues qui parfois avaient 2 doctorats. Vous voyez, ils ont, parce qu'on vit dans la nature, quand on est membre d'un peuple premier, racine, et la nature, elle n'est pas semblable à 2 instants, donc vous développez des qualités d'adaptation. Georges Bernard Shaw avait déjà fait une critique d'une approche monodisciplinaire, parce qu'il disait, à force de connaître tout sur rien, ce qui est le cas du spécialiste, on finit par connaître rien sur tout. Donc, certes, des gens sont très compétents sur un petit timbre-poste, ils se sont entraînés et indéniablement, ils vont plus rapidement que les autres, mais en dehors de ce petit timbre-poste, ils sont capables d'être pertinents. Vous voyez, on a fait croire que quand on était intelligent, on pouvait allègrement passer dans tous les domaines. Ben, c'est faux. Vous avez des domaines, quelqu'un qui a été sélectionné pour une intelligence analytique n'est pas forcément à l'aise dans les relations humaines. Et pourtant, dans le système français, il peut passer allègrement des mathématiques à la direction d'une entreprise, ça pose aucun problème. Vous savez, les amis, on vous a dit déjà avec Philippe que si vous ne connaissez pas votre cerveau, quelqu'un le fera pour vous. Ouais. Et c'est pareil dans tous les domaines, hein, finalement, qui régissent la vie en société. Philippe, vous nous avez parlé de MK Ultra brièvement dans le menu, enfin, vous en avez parlé, donc je l'ai annoncé. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout cet épisode un peu sombre, hein, vraiment très sombre de l'histoire, qui a été reconnu d'ailleurs de mémoire, je crois que c'était Bill Clinton qui avait fait ses excuses publiques à l'époque. Exact. Alors, qu'est-ce que c'est le MK Ultra? Ben, le MK Ultra, c'est un type de conditionnement qui permet à un individu d'agir peut-être d'une façon contraire à sa personnalité qu'il avait au départ. Alors, tout commence au Canada, à l'université McGill, où un très grand neuropsychologue, Donald Hebb, si vous regardez en neuropsychologie, vous verrez plein de lois de Hebb. Il a reçu une demande de la part de la CIA pour faire des expériences pour voir l'influence d'un manque de stimulation sensorielle. Donc, il va mettre des personnes dans un caisson d'isolement sensoriel, elles vont flotter sur de l'eau, les yeux sont bouchés, parfois les oreilles, il y a simplement des fois un bruit de fond, et il constate qu'il y a des hallucinations sur la plupart des gens. C'est-à-dire le fait d'être complètement isolé, ça perturbe fortement la personnalité et finit par comprendre que les gens font des hallucinations parce que les structures cérébrales qui sont stimulées sont les mêmes que celles que nous avons en action pendant le sommeil. Alors, les expériences vont être... alors, Donald Hebb, je dois dire, n'était pas n'importe qui, outre le fait que c'est un grand chercheur, il a quand même dirigé le département de psychologie à l'université McGill. Et ensuite, il y a une autre personnalité qui va jouer un grand rôle dans la programmation de ces personnalités. En tous les cas, ils vont jouer une étape déterminante. C'est le docteur Donald Ewen Cameron. Alors, Cameron est un Écossais d'origine, il va venir au Canada. Et c'est pas n'importe qui, il va être le président de l'American Psychiatric Association, il va être le président de l'association des psychiatres canadiens et il va être également le président de l'association internationale de psychiatrie. Et donc, il sera parmi les quelques psychologues, il y avait un Français, Jean Delay, qui vont examiner la santé mentale de Rudolf Hess en 1945. Alors, Cameron est persuadé que pour sortir une personne d'une schizophrénie ou d'un problème mental, une psychose, il faut détruire, c'est le terme qu'il utilise, sa personnalité. Donc, il théorise assez rapidement à partir des travaux de Donald Hebb. D'ailleurs, ils vont rentrer en conflit parce qu'il y a, voilà, il va théoriser que si une personne a une stimulation sensorielle et une mémoire,
elle a une préservation de son référentiel spatio-temporel et le sens de sa propre identité. Donc on comprend assez rapidement que si on lui enlève la mémoire et si on lui enlève des stimuli sensoriels, eh ben, la personnalité, elle est détruite. Alors c'est ce qu'il va faire, mais il a une personnalité beaucoup plus radicale, c'est le moins qu'on peut dire, que Donald Hebb. Donc il va utiliser une machine qui délivrait d'affilée 6 électrochocs. Alors des électrochocs, c'est une technique qui a été mise au point par des Italiens, Ugo Serletti et Lucio Belli, qui consiste à envoyer des courants électriques, 0,9 ampères, 450 volts. Généralement, on met une électrode sur l'hémisphère droit pour ne pas perturber les capacités cognitives et mnésiques qui sont liées à l'hémisphère gauche. Lui, il va mettre sur les deux hémisphères. Et quand on envoie des 6 électrochocs d'affilée, 2 fois par jour, bah, ça fait des gens qui perdent la mémoire, on casse les synapses, qui sont ces connexions entre les neurones, et ensuite, il va les mettre dans des caissons d'isolation sensorielle, et donc, il va faire ça au Royal Hospital de Montréal. Il aura également la charge de diriger l'Institut psychiatrique de l'Université McGill, et des patients qui venaient le voir pour des problèmes psychiatriques ont été soumis à ces traitements à leur insu. Et donc, certains patients avaient complètement occulté ces traitements. Une fois qu'on avait cassé la personnalité, ça allait jusqu'à une régression où les gens se mettaient en position fétale, appelaient leur maman. Voilà, on les soumettait à des drogues. Alors, on a utilisé le Vérona, le LSD, le diéthylamine de l'acide lysergique, ou le Larjactyle ou la chlorpromazine, de façon à faire monter en eux des hallucinations. Et puis, à la sortie, on pouvait les programmer par des messages presque hypnotiques de subjectivité pour en faire une autre personnalité. Alors, ça, on fait juste une pause par rapport à cette programmation-là, Philippe. Comment ça se passe? Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être avec des exemples pour programmer un cerveau qui a été reseté d'une certaine façon, mis à jour? On a, si vous lisez la stratégie du chaos de Naomi Klein, elle parle d'une femme qui s'appelle Gaëlle Kastner. Elle raconte qu'elle est venue pour des problèmes de dépression. Elle a été voir le docteur Ewen Cameron, pensant pas qu'elle serait soumise à ça, et elle a été mise dans un environnement isolé et soumis à des électrochocs, simplement pour voir comment on pouvait faire, comme un ordinateur, le reset de sa personnalité. D'accord ? D'autres ont été programmés pour avoir une autre personnalité, une personnalité d'espion ou une personnalité de tueur. Alors, il y avait une autre façon de faire. Alors là, on rentre dans le sordide. C'est, par exemple, vous prenez un enfant et donc il a un éducateur qui va jouer son rôle de parent. Et pendant 18 mois, vous allez être très chaleureux avec lui, le cajoler, etc. Et au bout de 18 mois, vous allez avoir un comportement complètement différent. L'enfant, il est obligé d'établir un lien. C'est pour ça que les enfants qui ont été soumis à l'inceste ont une espèce de défense de leurs parents. C'est-à-dire l'enfant étant soumis à la toute-puissance parentale, comme certains citoyens sont, selon leur vision des choses, leur croyance, soumis à la toute-puissance de l'État, il faut continuer à établir un lien. Donc, quand on est soumis à des expériences où, tour à tour, notre éducateur est sadique et gentil, eh bien, il y a un clivage de la personnalité, et c'est comme ça qu'on a fait 2 types on appelle ça des alters. Il y avait les personnalités delta et bêta. Les personnalités bêta étaient des gens qui étaient destinés à l'espionnage. Donc, avec un mot-clé, on pouvait passer d'une personnalité alpha à une personnalité bêta, et puis il y avait les personnalités delta qui étaient programmées pour être des tueurs. Alors tout ça s'est fait jusque dans les années 70, et c'est à la fin des années 70 que la femme d'un homme politique canadien, Velma Orico, s'est rendu compte que, en lisant un article dans le New York Times, qu'elle avait été soumise à une programmation
qui avaient été complètement occultés, comme certains ont une partie de leur personnalité qui est occultée, parce que c'est leur survie, quoi. Le moi ou le soi essaye de survivre, donc il occulte toutes ces images. Et à ce moment-là, il y a eu des procès qui ont été intentés. Donc officiellement, il y a eu une trentaine de personnes qui ont été soumises à ce type de traitement, probablement plus. Alors le gouvernement américain leur a attribué une compensation de 750 000 $, et le gouvernement canadien de 100 000 $. Mais souvent, les gens, c'est ce que nous dit Naomi Klein avec cette personnalité Gaël Kassler, c'est qu'elle elle avait été brisée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont plus du tout leur personnalité, qui souvent ont régressé, qui ont peur de tout, on a aggravé leurs problèmes psychologiques. En fin de compte, on avait besoin de ces expériences pour prouver, un, qu'on pouvait effacer une personnalité, et deux, la reprogrammer. Pour la reprogrammer, on avait des messages hypnotiques, des drogues, mais avant, il fallait casser la personnalité. Alors, Ewen Cameron est mort avant que toutes ces affaires ne sortent. Il va mourir, il est né en 1901, il va mourir en 1967. Et quant à Donald Hebb, il n'a jamais été ennuyé. Il est mort en 1985. Il était né en 1902, je crois. Et donc, ça a été un petit peu étouffé. Alors, on a continué à utiliser ces moyens, notamment l'Allemagne de l'Ouest, où on mettait des prisonniers dans des prisons où il n'y avait pas de fenêtre, avec une lumière diffuse, pas de simulation sensorielle. Quand ils sortaient, s'ils sortaient, ils avaient une cagoule, on leur bouchait les oreilles ou les yeux, et au bout d'un moment, vous avez des gens qui ont des régressions de personnalité. Alors voilà un petit peu comment on peut déstructurer une personnalité ou comment on peut structurer une personnalité. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça peut amener à une vision assez noire de l'être humain. Et je pense que un des grands méfaits, c'est ce qui était arrivé avec l'Holocauste, Auschwitz. On disait, mais comment avoir confiance au monde quand une culture comme l'Allemagne, qui était le pays où il y avait la plus haute philosophie à l'époque, le pays où la culture de Mozart ou de Goethe avait pu sombrer dans la barbarie. Donc finalement, c'était une espèce de recul vis-à-vis de la culture, puisque la culture n'avait pas préservé l'Allemagne de la barbarie. Et c'est un peu la même chose, on a l'impression que le gouvernement profond a voulu nous faire croire que l'être humain était méchant, était naturellement méchant, et je ne le crois pas. Quand on voyage dans le monde, on s'aperçoit que les gens sont gentils. Ils ne sont pas méchants, c'est les conditions qui les amènent. Alors, vous voyez bien qu'à un moment donné, quand vous êtes dans la survie, regardez tout le conditionnement qu'on a. Vous êtes à l'école, il faut être les premiers. Quand vous êtes premier, il y a des gens qui ne sont pas premiers. Donc, voilà, vous avez l'impression que ceux qui ne sont pas dans le peloton de tête, ça y est, c'est fini pour eux. Ensuite, vous allez exercer une profession intellectuelle ou manuelle. Si vous êtes un manuel, vous êtes forcément moins intelligent que quelqu'un qui a choisi une profession intellectuelle. Non, il y a l'intelligence de la main, et puis des fois, il y a un vrai choix. Vous avez des gens, ils ont besoin de s'exprimer par la main. Ils auraient pu faire des hautes études, mais ils ont choisi une expression manuelle, pas de pensée. Donc, on a établi une hiérarchie, vous voyez, et c'est extrêmement habile parce que, par exemple, quand vous regardez la société, vous avez chaque individu qui se positionne vis-à-vis des extrêmes. Il y a l'infini de supériorité, alors c'est les gens qui sont les oligarches, et puis vous avez l'infini d'infériorité, c'est le sans domicile fixe. Et comme vous avez peur de rejoindre le sans domicile fixe, il y a une espèce d'acceptation des choses. Certes, on nous demande beaucoup sur le lieu du travail, mais on n'est pas encore comme le sans domicile fixe. Donc, avoir un statut, un étalon de gens qui sont des rebuts de la société, ça fait peur aux gens. Et puis, quand on lève la tête, ça fait rêver. Et ça, beaucoup de pays ont utilisé ça. Par exemple, l'insertion par le sport, ça fait rêver les gens qui sont dans les banlieues, avoir une carrière à la Zinedine Zidane ou à Fernandez, réussir dans le sport. Ou au Brésil, le pays tient parce qu'il y a le carnaval, où on inverse les valeurs, hein, le dominant devient dominé et inversement. Et puis, il y avait la vie par procuration avec le sport, et puis à l'époque d'Ayrton Senna, le sport automobile. Donc,
C'est la stratégie que j'appelle la stratégie de la Reine Rouge. Dans Alice au Pays des Merveilles, la Reine Rouge est obligée en permanence de dépenser beaucoup d'énergie pour rester à sa place parce que le sol bouge. Et donc, beaucoup de gens ont dépensé beaucoup d'énergie pour faire du surplace parce qu'ils avaient peur de rejoindre le sans domicile fixe, mais ils avaient aussi le rêve de pouvoir grimper. Vous voyez, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens vivent par procuration. Regardez en Angleterre où la famille royale ou à Monaco passionne les foules. Les faits et gestes de cette famille parce que ça fait rêver. Et on a besoin de deux infinis, un qui fait peur et l'un qui fait rêver. Et ça, c'est une extraordinaire action sur la structure des personnalités. Alors, vous pouvez imaginer que si vous avez un type d'estime de vous-même, classé comme on l'a dit, ben, vous n'allez pas réagir de la même façon. Alors, Philippe, on arrive dans la dernière partie de cette capsule sur comment ou s'adresser plutôt au public comme un enfant en bas âge. Maintenant qu'on a fait le tour de ces différentes, on va dire, structures de la personnalité, on a vu aussi qu'on avait quand même quelques techniques au niveau des gouvernements. Évidemment, ça Oui. date pas d'hier pour bannir à la baguette tout le monde, réveiller l'enfant, peut-être qu'il se sent coupable. On n'a pas parlé de la culpabilité dans cette vidéo. Est-ce qu'on pourrait faire un mot éventuellement sur… Oui, mais il y a un point qui s'appelle remplacer la colère par la culpabilité. Oui, la culpabilité, bah, c'est une stratégie qu'on utilise parce que dans la culpabilité, on est un peu honteux et on ne contacte pas sa colère. C'est-à-dire, si vous regardez les Français comme les citoyens suisses ou n'importe quel citoyen du monde a suivi les politiciens. Donc, si effectivement les politiciens nous ont amenés dans une impasse économique, qui est responsable? Est-ce que c'est nous qui avons vécu au-dessus de nos moyens ou c'est les politiciens qui n'ont pas été compétents? Et c'est le même mécanisme qu'on utilise, vous voyez. Les gens, bah non, si on doit aller vers un troisième confinement, c'est parce que les Français n'ont pas été respectueux des lois, c'est parce qu'ils n'ont pas bu de masse, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté la distanciation sociale. On a voulu leur faire plaisir parce qu'on a vu que c'était des enfants, on leur a dit 1 mètre, maintenant il faut 2 mètres, bientôt ça sera 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, bientôt il faudra être une personne par ville, si on va jusqu'à l'absurde. Vous voyez qu'à un moment donné, c'est toujours l'autre. Voilà. Et la grande terreur des gouvernements, c'est 1, la conscience, 2, le fait qu'à un moment donné, la colère amène des gens à les remettre en cause, et donc ils cherchent en permanence à nous mettre soit dans la dépression, soit dans la culpabilité, soit dans la peur. La colère est stigmatisée par des étiquettes, on a bien compris, on est complotiste. Maintenant, en France, on doit lutter activement, on nous dit que la Macronie doit lutter activement contre tous ces gens qui relèvent de la psychiatrie et qui sont des graves dangers pour la société. Et d'une certaine façon, vous voyez, la notion de pollution est en train d'envahir beaucoup de domaines. Vous voyez, la pollution, c'est les gaz à effet de serre, mais c'est aussi le complotiste. C'est-à-dire, on rentre dans… Si vous avez un propos qui n'est pas pur dans le narratif du gouvernement, bah, vous polluez. Donc, c'est des gens qui polluent, et comme toute pollution, il faut avoir des moyens drastiques. Alors moi, je voudrais dire que on devrait se souvenir que chaque individu est une lettre de l'alphabet de Dieu, que chacun, passé, présent, futur, est un terme de l'harmonie divine et que chacun est un grain de sable sur le rivage de l'éternité. L'être humain est un bijou. Malheureusement, certains oligarches ont voulu dominer l'être humain et nous ont fait croire que l'être humain était laid, qu'il était une bête féroce et qu'il fallait le contrôler. C'est un petit peu le jeu malsain que fait la Chine, où elle montre les désordres, on va dire, démocratiques, alors que c'est une montée de conscience, en disant, vous voyez, on a raison d'être totalitaire et de limiter la liberté, voire de l'interdire, parce que si on a un excès de liberté, c'est l'anarchie et c'est pas possible. Et pourtant, ils ont ce culte, et c'est pour ça que l'inversion des valeurs est incroyable, de la vertu. Et Oui. puis, amis, je pense que vous savez peut-être, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir. Dans certaines villes en Chine, il y a des panneaux où on va mettre en avant, donc à cristaux liquides, par exemple, la meilleure enseignante de l'école du quartier, parce qu'elle a été très vertueuse, parce qu'elle a dénoncé peut-être son voisin qui a mal mis sa poubelle, centimètre. Et puis il y a ce contrat social ou ce pacte social où il y a des points. Et en fait,
plus on dénonce, et plus finalement on gagne des points, on est vertueux et il y a cette inversion des valeurs où là, on est traité pire que des enfants. Enfin, c'est pire que Ah oui, mais on revient aux moyens qu'avait utilisé l'ex-URSS, le Stakhanovitch, c'est-à-dire que cet ouvrier qui avait une production incroyable, quand vous étiez en dessous de sa production, vous étiez un mauvais ouvrier. Donc on va tout mettre pour avoir des super-héros. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura des super-héros qui vont être dans la dénonciation, les super-héros qui vont être dans la productivité. En fin de compte, la Chine se méfie beaucoup de l'innovation. L'innovation, c'est ce que m'avait dit un ami chinois, c'est presque un crime. La Chine est fondamentalement une pensée de groupe. Vous voyez, on ne peut pas comprendre la Chine et d'une façon générale l'Asie, c'est pareil pour le Japon, si on n'a pas en tête que c'est une pensée groupale. Le japonais ou le chinois pense avant tout à la Chine avant de penser à lui. Donc, on est en train de nous montrer que l'individualisme forcené débouche sur une impasse et que l'esprit groupal eh bien, non, je crois qu'il faut trouver un juste curseur entre un excès d'individualisme et puis un individu qui n'existerait pas fondu dans la masse. Donc, dire non, c'est parfois sain, mais dire non dans un contexte où vous devez être en verticalité, ça devient un acte hérétique. Alors, Philippe, vous allez nous donner votre bon, vous l'avez déjà fait parce que l'être humain est un bijou, je vous rejoins absolument là-dessus. Votre dernière clé positive, vous savez qu'on a cette tradition de finir la vidéo sur quelque chose d'encourageant pour nos amis qui nous écoutent. Comment on peut finalement reprendre sa souveraineté si on s'est senti un petit peu quand même glissé sur le terrain de l'enfant qui s'est fait prendre les doigts dans le pot de confiture pendant tous ces mois? Comment on fait? Est-ce que vous avez 1 ou 2 outils à nous proposer? Il y a toujours des outils de coaching, hein. On a des clés pour pouvoir augmenter l'estime de soi, hein, se connaître, ne pas se fustiger, être honnête envers soi, etc. Moi, je dirais tout simplement, c'est une chance parce que la situation que nous vivons nous permet d'aller faire une introspection de notre structure personnelle. Et plutôt que d'avoir honte, c'est de dire, tiens, pourquoi j'ai été un enfant obéissant? Pourquoi je ne le suis plus? Est-ce que, par exemple, je m'autorise à avoir des avis sur le port du masque, sur la pandémie ou autre, ou je suis obligé d'être soumis à une autorité qui me dicte ce que je dois penser? Alors, Léonard Boff, qui est un théologien de la libération, disait après une crise quelconque, qu'elle soit corporelle, psychique, morale, intérieure ou religieuse, l'individu en sort vivifié, libérant toute une série de forces pour une vie plus vigoureuse et pleine d'un sens retrouvé. Je trouve que cette crise va nous permettre de nous vivifier, de retrouver un sens, le sens de notre souveraineté, et finalement nous amener peut-être à remonter notre estime de nous-mêmes, à comprendre les mécanismes qui nous ont formatés. Tout mécanisme humain n'est pas soumis à quelque chose de rigide. On verra ça sur une autre émission, ça s'appelle l'épigénèse. On peut véritablement changer ses idées, et en changeant ses idées, on arrive même jusqu'à modifier son ADN. Et la société peut programmer notre ADN, mais la société est comme un ADN qu'on peut déprogrammer. Et donc, évidemment, c'est pas ce que les industries pharmaceutiques veulent nous faire croire. Ils veulent nous faire croire que dès qu'on est, il faut faire le séquençage du génome humain. À partir de ce séquençage, on va voir les maladies potentielles qui sont transformées en quelque chose d'inéluctable et ensuite être sous médication à vie. En fin de compte, notre pensée peut changer notre ADN. C'est ce qu'on verra lors d'une prochaine émission. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'à partir de là, on devient maître non seulement de sa vie, mais de sa biologie. Et c'est peut-être ça que redoutent les dirigeants, c'est que chacun devient souverain de sa vie sans mettre en danger la souveraineté de l'autre. C'est l'art de vivre en intelligence. Et c'est l'art de vivre ensemble qu'on est en train de revisiter et d'envisager différemment. Donc voilà, pas de problème. C'est très bien, c'est comme une expérience où on aurait été amené à plonger dans notre structure personnelle, comme une radiographie, et on voit ce qui nous a animés,
et on peut en sortir parce que la caractéristique de l'être humain, c'est sa flexibilité. Notre cerveau est flexible et c'est ce que les neurosciences ont découvert. On appelle ça la plasticité neuronale. En tout cas, les amis, pour vous préparer, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, l'épigénétique, je vous conseille d'aller faire un tour du côté de la biologie des croyances de Bruce Lipton. J'adorerais vraiment faire une capsule sur ce On pourrait thème-là. faire une émission entière sur l'épigénétique, comment on peut être maître de sa santé. Voilà, il y a une très grande épigénéticienne, Ariane Jacobino, à Genève, qui dirige une unité de recherche sur l'épigénétique et la médecine épigénétique. Donc oui, on pourrait faire ça. Ça fait partie de l'ingénierie sociale, hein, parce que finalement, si on amène des gens à avoir un type de pensée, ce type de pensée va agir sur leur génome, on va l'inscrire. Vous voyez, on parle de transgénèse animale, de thérapie génique, mais la société, en ayant formaté la pensée des gens, nous amène à façonner notre ADN. Tout à fait. En tout cas, les amis, si on peut résumer finalement cette vidéo, rien n'est perdu. Voilà, les carottes ne sont pas cuites. Non. Loin s'en faut. Et puis les carottes non cuites, crues, ça se mange très bien aussi. Voilà. Et nous avons ensemble toute l'année pour remonter la pente, aller voir la vallée des larmes, si ce n'est pas encore fait, puisque vraiment, comme vous avez pu le comprendre, tout le contenu maintenant de ma chaîne est vraiment focalisé sur cette remontée de la pente de l'autre côté, hein, de se donner des outils, de remplir le sac de voyage avec des conseils pratiques simples. Et puis aussi de faire le tour de la question en prenant énormément de recul, hein, puisque d'avoir la nez dans le guidon et de passer tous les jours à aller explorer l'absurde, comme l'évoquait aussi Philippe, au bout d'un moment, je crois que vous êtes pour l'immense majorité, vous avez fait le tour en fait de toutes ces choses absurdes. Maintenant, vous avez envie de prendre énormément de hauteur, de comprendre comment fonctionne votre cerveau sur plein d'angles différents. En tout cas, le sujet du MK Ultra sera aussi développé dans les capsules qui s'appellent Déprogrammation avec Sylvain Laforest, qui a écrit ce livre en 2015, hein, qui va bientôt être édité de nouveau. Et puis, moi, la chose que j'ai envie de vous dire, les amis, pour finir cette vidéo, c'est comment serait votre vie si vous n'aviez pas peur. Voilà, Philippe, je vous remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. Je vous dis Merci à vous. Toujours très agréable. Les amis, partagez cette vidéo, commentez, on aime beaucoup avoir votre feedback et on se retrouve très vite. Au revoir Philippe, bonne Au semaine. revoir Emma et au revoir nos éditeurs.